Citoyens, citoyennes, sujets, sujettes, bonjour et bienvenue pour cette nouvelle émission du Cercle Richelieu. C'est Alexandre du Cercle Richelieu, comme d'habitude, qui vous parle. Et j'ai une petite question. Est-ce que ça vous intéresse de savoir comment le djihadisme, comment le djihad est arrivé en Europe? Si oui, restez avec nous. Sinon, reprenez un petit peu votre petite vie de type qui s'en fout de connaître le dessous des cartes et qui va aller travailler demain toujours un peu plus bête. Alors en fait, grosso modo, vous êtes au courant du problème de base, c'est-à-dire l'immigration massive en Europe occidentale à partir des années 60-70, non pas tellement d'ailleurs parce qu'on avait un besoin de main-d'œuvre, comme on nous le répète sans cesse, mais tout simplement parce que les grands groupes capitalistes, les grands groupes privés avaient besoin de jouer sur les salaires pour diminuer le coût de revient des employés. Mais ça, je vous apprends rien, d'autres l'ont développé beaucoup mieux que moi. Moi, par contre, je vais peut-être vous apprendre un petit peu quelques petites choses, mais sur les conséquences indirectes de tout ça et qui nous ont conduits au djihad. Donc fin des années 80, début des années 90, la pression démographique devient de plus en plus forte pour les nationales. Donc là je parle du territoire national français. Si vous voulez apprendre un petit peu le parcours d'un des tout premiers djihadistes français qui aujourd'hui d'ailleurs a rejeté tout ça, lisez Terreur de jeunesse de David Valla. Et ça vous montrera d'ailleurs un petit peu comment petit à petit certains quartiers se sont islamisés. Mais donc, fin des années 80, début des années 90, les musulmans ne sont pas encore spécialement fiers de leur culture arabo-musulmane. En fait, ils sont un petit peu bloqués entre deux périodes. Années 60-70, où les musulmans qui arrivaient essayaient de faire leur maximum pour ressembler à des occidentaux, pour ressembler à des français, pour ressembler plus à des occidentaux qu'à des français, mais enfin voilà. Et avant la période du coup des années 2000 où les types sont devenus particulièrement fiers de leur héritage culturel et se sont mis à le revendiquer. Donc années 80-90, on est entre les deux. Les musulmans essayent encore un petit peu de s'assimiler, mais alors un tout petit peu, très peu, de moins en moins. Mais ils sont pas encore tout à fait fiers de leurs origines. Ils n'ont pas ces dernières années, en tout cas, à ce moment-là, géopolitiquement, ils n'ont pas spécialement de raison d'être très fiers de leur appartenance au monde arabo-musulman. Par exemple, le 2 août 1990, vous savez qu'avait commencé la première guerre du Golfe, celle qui était menée par une coalition menée par les États-Unis contre l'Irak de Saddam Hussein après que celui-ci ait envahi le Koweït et qui s'est terminée en février 1991 par une victoire de la coalition américaine. C'était pas nécessairement de nature à rendre les musulmans, encore une fois, très fiers de leur héritage, puisque l'Occident avait dominé de la tête et des épaules un pays de la sphère arabo-musulmane. Néanmoins, deux événements plus ou moins concomitants vont rehausser un petit peu l'estime qu'ils avaient d'eux-mêmes. Premier point, c'est évidemment la guerre d'Afghanistan, pas celle menée par les États-Unis de nombreuses années plus tard, même si là encore c'était un autre sujet, celle menée contre les soviétiques par, à l'époque, les Moudjahidines, vous savez, les amis de Rambo, les Afghans, les Américains, c'est le même combat, celui pour la liberté et toutes ces conneries. Entre 1979 et 1989, l'URSS a essayé d'occuper l'Afghanistan, comme les États-Unis quelques années plus tard. Ils ont cru que leur supériorité technologique prévaudrait, mais les troupes de Moudjahidines, armées par les États-Unis, là je vous encourage à voir le film La guerre selon Charlie Wilson, c'est très intéressant, c'est une comédie plutôt, mais c'est quand même très intéressant. Et axé sur une histoire vraie. Et en 10 ans, l'Union soviétique se prend malgré tout une branlée absolument épatante et finit par décamper au moment où tout fout le camp en Europe, chute du mur, bientôt l'Union soviétique sera dissoute. Donc en 1989, This is Afghanistan. Alexander the Great tried to conquer this country. Then Genghis Khan, then the British. Now Russia. But Afghan people fight hard. They never be defeated.
Ancient enemy, make prayer about these people. You wish to hear? Very good. It says, may God deliver us from the venom of the cobra, teeth of the tiger, and the vengeance of the Afghan. You understand what this means? That you guys don't take any shit? Yes. Something like this. We go now. Il dégage d'Afghanistan et c'est une grande victoire pour les arabo-musulmans. C'est une grande victoire. Pourquoi pour les arabo-musulmans et pas les Afghans? Parce que en fait, la guerre d'Afghanistan contre les soviétiques, c'est le retour d'une forme d'engagement qui avait pas disparu, mais qui avait été beaucoup moins importante qu'à un moment au XIXe siècle. Et pendant la guerre civile espagnole, c'est le volontariat étranger. Alors qu'est-ce que le volontariat étranger? C'est une personne qui n'a pas la nationalité d'un des belligérants du conflit, mais qui choisit tout de même de rejoindre ce conflit, de rejoindre un des belligérants du conflit pour faire de la cause de ce belligérant la sienne. Alors, il faut le distinguer du mercenaire qui lui place parmi sa principale motivation, elle est pécuniaire, le mercenaire, alors que le volontaire, peut-être qu'il y a une motivation pécuniaire, mais elle est secondaire par rapport aux principales motivations qui sont donc le soutien à une communauté à laquelle il s'est identifié. C'est pas non plus le contractors comme on voit aujourd'hui. Alors contractors, est-ce que vous savez ce que c'est un contractors? C'est un membre d'une société militaire privée. Alors si je vous dis Blackwater, X, MPRI, voilà, ce sont des grandes sociétés militaires privées. C'était des grandes sociétés militaires privées pour Blackwater, parce qu'après elle a changé de nom. Et voilà, c'est un peu une forme de mercenariat contemporain, mais on revient plus au mercenariat. En fait, c'est un mercenariat contemporain, mais qui revient plus à la base de ce qu'était le mercenariat. Par exemple le mercenariat suisse au XVe et XVIe siècle. Et donc la guerre d'Afghanistan, c'est le retour du volontariat. Pourquoi je dis le retour? Parce que en fait, pendant toute la période décolonisation, années 60, 70, 50, etc., on a eu plutôt la France-Afrique, c'était l'apogée des Bob Denard, tout ça, donc plutôt des mercenaires. Et même s'il restait toujours des possibilités de s'engager quand on était un volontaire étranger dans un conflit, après tout la Légion étrangère c'est ça, ces possibilités n'étaient plus aussi récurrentes qu'elles avaient pu l'être au XIXe siècle, avec les différentes guerres italiennes pour l'indépendance de l'Italie, la guerre d'indépendance grecque de, si je ne m'abuse, 1821 1822 à 1830. Donc c'était plus aussi récurrent. La guerre d'Afghanistan, c'est le retour de cette forme d'engagement et c'est en plus de ça un volontariat étranger axé sur un sentiment de solidarité qui n'est pas national, c'est pas des gens qui ont des parents afghans depuis 6 générations mais qui sont établis en France, en Allemagne, en Italie, qui vont aider les Afghans. C'est selon un sentiment d'appropriation culturelle, ou plutôt selon un sentiment de solidarité culturo-religieuse. Voilà. Donc, ce sont des gens qui sont issus d'une communauté arabo-musulmane dans les pays occidentaux, qui vont se porter volontaires, un tout petit peu au début, il n'y en a pas beaucoup, pour aller combattre en Afghanistan. Par contre, il y a énormément de volontaires qui viennent, eux, des pays arabo-musulmans, notamment des pays limitrophes, alors, notamment aussi du Pakistan. Le Pakistan, après, ça va devenir un problème bien plus grave. Mais là, c'est la guerre en Afghanistan contre l'URSS, où véritablement ce phénomène du volontariat étranger musulman européen qui se retrouve dans des conflits qui engagent une solidarité islamique, ce conflit c'est le premier un petit peu à être caractérisé de cette façon-là. Mais c'est, comme je vous l'ai dit, ça se compte encore en quelques dizaines. Voilà, il y a quelques Français qui partent là-bas, mais finalement très peu. Finalement très peu. En plus, à l'époque, c'est pas si facile malgré tout d'y aller. Et les réseaux ne sont pas encore en place en fait. C'est ça qui est le plus important parce que même quand un endroit est le théâtre de la guerre, même quand un endroit a des frontières fermées, on peut toujours y rentrer. Mais à partir du moment où on a un réseau avec des indicateurs, des passeurs, etc., etc. Là, les réseaux se mettent en place. Donc c'est pour ça qu'on a encore des effectifs très faibles de jeunes Européens de culture arabo-musulmane qui partent en Afghanistan. Par contre, un autre conflit va en attirer beaucoup plus. Mais
un autre point. Donc je vous ai dit qu'il y avait deux actes géopolitiques, on va dire, de faits géopolitiques qui ont redonné un petit peu de bonne opinion des musulmans de leur culture d'origine. Donc c'est en premier lieu la guerre la guerre afghano-soviétique et de notre côté la guerre civile algérienne. Alors oui, vous êtes très probablement au courant de ça. Début des années 90, des élections ont lieu en Algérie, c'est la victoire du Front islamique du salut, donc le FIS. L'armée s'y oppose parce que ça voudrait dire que c'est un parti qui n'est pas laïque, mais un parti qui est islamique et islamiste, qui aurait le pouvoir. S'ensuit une guerre civile de 1991 à 2002 qui se termine par la victoire du gouvernement laïque, on va dire, et de l'armée algérienne, sachant que théoriquement donc le terme de cette guerre c'est 2001-2002, mais en fait il y a toujours d'ailleurs des groupements à vocation plutôt rebelle en Algérie qui s'attaquent à des villages isolés et qui désormais forment une mafia. Parce que vous savez, il n'y a que deux moyens pour une rébellion d'arrêter d'être une rébellion, c'est d'en sortir par le haut et de devenir le gouvernement, ou d'en sortir par le bas et de devenir une mafia. Là, c'est ce qui s'est passé pour le GIA, le groupement islamique armé, qui est devenu une mafia en Algérie. Donc, les Algériens, la principale communauté arabo-musulmane en France, c'est la communauté algérienne. Ça, je vous apprends rien. Donc les Algériens de France, ils suivent les événements, d'autant plus sensible que déjà ils ont encore des parents là-bas, mais qu'en plus il y a plein de gens à ce moment-là, cette charnière un petit peu fin des années 80, début des années 90, il y a plein de gens qui vivent en Algérie qui vont demander à rejoindre la France. Et aussi plein d'anciens membres du FIS et du GIA qui vont être accueillis en France à bras ouverts, alors qu'on aurait pu quand même se poser quelques questions. D'ailleurs, ce ne sera pas sans lien avec l'attentat de Marignane, qu'il y aura un détournement d'avion je ne sais plus en quelle année. C'était vers Noël 1994, quelque chose comme ça. Bien, donc ce ne sera pas sans lien avec ça, mais évidemment la France, comme d'habitude, extrêmement conne, enfin pas conne d'ailleurs, c'est autre chose qui se joue. Dupée par ces élites, va accueillir à bras ouverts ces gens du GIA qui se font quand même expulser d'Algérie parce qu'ils sont considérés comme des extrémistes. On pourrait se poser des questions au nom de la liberté des peuples, etc. Parce qu'à l'époque c'était encore cool, vous voyez, d'être islamique ou islamiste. C'était pas comme aujourd'hui, enfin encore aujourd'hui on pourrait en reparler, mais voilà. Donc ces deux événements, guerre d'Afghanistan et guerre d'Algérie, vont contribuer à redonner aux arabo-musulmans français une image, en tout cas, plus positive de leur culture d'origine, en tant que culture plus virile, plus virilisante que celle qu'ils connaissent ici. Et finalement, ils peuvent un petit peu se contenter de se dire, oui, mais si on n'a pas réussi à devenir des Français, si on n'a pas réussi à devenir des Occidentaux, c'est parce qu'on est d'une race de guerriers, on est d'une race de combattants, on peut pas se satisfaire de cette hyperconsommation, etc., etc. Bon, c'est un ensemble de conneries. Je vous pousse à lire aussi à ce sujet La France djihadiste de Alexandre Mendel, que j'ai trouvé plutôt intéressant et qui partage mon constat sur le fait qu'il y a eu vraiment ce moment entre 80 et 90 où les arabo-musulmans en France ont modifié leur perception de leur culture d'origine et ont commencé à vraiment vouloir se rattacher à une sorte de solidarité musulmane, tout en conservant d'ailleurs un aspect ultra-nationaliste, mais non plus par rapport à la France ou par rapport à n'importe quel pays d'Europe occidentale, mais par rapport à leur pays d'origine, et c'est notamment le vrai pour les gens qui viennent du Maghreb. Mais à peu près à la même époque, en Algérie, c'était encore difficile, comme en Afghanistan, pour les jeunes Français d'y aller et de participer à la guerre civile, parce que là, quand même, ils étaient un peu plus observés que par les services de renseignement français qu'au moment de la guerre d'Afghanistan contre l'Union soviétique. Enfin, il y a eu des Français qui sont partis, des gens qui en tout cas sont nés sur le sol français, qui sont partis se battre en Algérie durant cette guerre civile. Mais c'est vraiment au moment d'une autre guerre que les choses vont prendre une dimension beaucoup plus importante. La guerre de Bosnie, qui fait partie un petit peu de cet ensemble de guerres qui ont éclaté en ce qu'on appelait à l'époque en Yougoslavie. Alors, je vous fais le schéma assez rapidement. En 1944, la Yougoslavie, ce qui était
avant la guerre le royaume de Yougoslavie, mais qui après a été vaincu par l'Allemagne nazie, et donc sous l'occupation de l'Allemagne nazie, en 1944, le pays, donc l'ancien royaume de Yougoslavie, est libéré par ses propres moyens, en fait, par la résistance intérieure. C'est, je crois, le seul cas similaire qu'on peut citer. Donc les troupes nazies sont obligées de quitter le territoire de Yougoslavie avant même l'arrivée de l'armée rouge. C'est ce qui fera ensuite sa particularité. Je précise que beaucoup de gens l'ont oublié, et là je vais le dire en étant un petit peu en colère quand même. Le pays en fait a été libéré pour moitié effectivement par les partisans de Tito, communistes, mais pour une autre moitié, et ça on l'oublie, par les partisans du général Milosevic, qui était, je vous donne en mille, royaliste. Et malheureusement, comme Churchill, après la guerre, a décidé plutôt de jouer la carte Tito que la carte général Milosevic et royaliste serbe, on s'est retrouvé avec un espèce de connard communiste que beaucoup de gens ont considéré comme un génie à tort. Voilà, je referme la parenthèse. Donc s'ensuit un règne, on peut appeler ça comme ça, même si ça dévalorise vachement la royauté, de Josip Broz Tito de 1945-46 en fait, puisqu'après il y a des conflits avec les royalistes, etc., jusqu'à sa mort en 1980, dans lequel il va commander à la République fédérale socialiste de Yougoslavie. Donc sa mort en 1980 marque une rupture. À partir de cette période-là, lui qui avait réussi plus ou moins à maintenir l'unité de la Yougoslavie tout en jouant énormément sur les particularismes locaux et en inventant une communauté musulmane qui a été inventée de toutes pièces. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas vraiment dans le passé de sentiment d'appartenir à une communauté spéciale quand on était musulman en Yougoslavie. En fait, les musulmans de Yougoslavie étaient beaucoup plus rattachés aux Croates. Mais Tito va leur donner énormément de pouvoir, va leur permettre de devenir de plus en plus autonomes, puis finalement donc une république fédérée de Bosnie fait partie de l'ensemble des républiques de l'ex-Yougoslavie. Donc fin des années 80, début des années 90, de nouvelles élections, ce sont des candidats nationalistes qui arrivent au pouvoir, Izetbegovic en Bosnie, Tudjman en Croatie et évidemment Milosevic en Serbie, donc des candidats qui ont plutôt une vocation à soit obtenir énormément d'autonomie, soit à demander leur indépendance. C'est ce qu'ils ont fait, et si la République de Serbie, qui était la principale entité de cette Yougoslavie, ne l'a pas accepté et a ensuite fait la guerre à la Croatie et à la Bosnie à partir de 1992. Donc 1992, la Bosnie est en guerre avec techniquement c'est encore la Yougoslavie, on pourrait dire la République de Serbie, mais c'est encore la Yougoslavie. Et cette guerre va durer donc jusqu'aux accords de Dayton, jusqu'en décembre 1995. Et en fait, c'est durant cette guerre-là que véritablement le djihad va rentrer en Europe, en fait, et que l'idéologie djihadiste va rentrer en Europe. Et qu'on va commencer à avoir après ça les premiers attentats sur le territoire français. Ce sont les fameux attentats du gang de Roubaix dans le nord et les attentats du RERB, qui sont en 1995-96, je crois aussi. Donc c'est au moment où se termine la guerre d'Yougoslavie, comme c'est le cas pour le gang de Roubaix. Et en fait, vont se mettre en place un tas, un peu partout en France, de réseaux qui vont petit à petit acheminer des volontaires français en Yougoslavie. Alors il y en avait un à Vénissieux, un très important à Vénissieux, qui est à côté de Lyon, donc qui est toujours... il y a toujours de gros problèmes de djihadisme à Vénissieux, il ne faut pas se poser... à Marseille, à Bordeaux, dans la région parisienne, à Lille et à Calais. Donc beaucoup de régions, hormis pour Bordeaux, beaucoup de régions dans lesquelles il y a une immigration très forte. Vénissieux, la banlieue de Lyon, il suffit de voir Bron déjà pour comprendre, mais alors Vénissieux c'est 10 fois pire. Marseille, n'en parlons pas évidemment, la banlieue parisienne aussi, Lille et Calais, voilà, je pense que c'est assez clair comme ça. Et ces mecs-là vont s'organiser en réseau, et petit à petit l'argent commence à arriver pour ces réseaux, parce que parallèlement à ça, il y a un centre névralgique du djihadisme en Europe qui est Londres, et dans lequel se retrouvent plein de hauts responsables religieux musulmans qui vont disséminer un petit peu d'argent dans tous ces réseaux, et qui vont dire: vous voulez de l'argent pour partir, très bien,
allez-y. C'est quoi j'ai fait? J'étais à la Mecque le mois dernier, j'ai obtenu tel financement, je vais regarder la moitié pour moi parce que quand même ça se respecte. Et ensuite, je vous donne l'autre moitié, arrangez-vous. Et donc les mecs, donc vous pouvez lire Terreur de jeunesse de David Valla, hein, ça vous parle de ça, mais moi je pourrais vous parler de plein d'autres témoignages que j'ai eu sur le sujet, qui sont en rapport avec mes recherches. Vous savez, je fais un doctorat, je vous en ai déjà parlé. Et donc, ils achètent une voiture, 2 voitures. Généralement, bon, dans les quartiers où ils vivent, il y a toujours des armes à feu, mais enfin, ils évitent de trop transporter des armes à feu. Ils vont avec ces voitures jusqu'en Italie, généralement jusqu'à Trieste. Ensuite, il y a 2 possibilités. Soit ils continuent en passant par la Slovénie pour arriver ensuite à la Croatie, soit ils prennent le bateau sur la côte adriatique et ils arrivent à Split en Croatie. De là, quand ils sont à Split en Croatie, tant que la Bosnie n'était pas en guerre en Croatie, c'était encore assez facile de passer de la Croatie à la Bosnie. À partir du moment où la Croatie rentre en guerre avec la Bosnie, quelques mois après le début de la guerre contre la Serbie, continuez à me suivre, vous pouvez revenir en arrière si vous n'avez pas tout compris, je vais un peu vite parce que je vois que le temps passe. Ils ont leur contact là-bas sur place, donc il leur dit d'attendre dans 1 ou 2 hôtels, où c'était toujours les mêmes, d'ailleurs c'est assez marrant, hein. Là aussi c'est toujours le même hôtel, quel que soit le réseau auquel vous appartenez en France, c'est quand même très impressionnant. Et là, on va essayer de vous faire passer de l'autre côté. Et ça a été notamment, alors c'est pas tout à fait ce qui s'est passé parce que ça se jouait sur autre chose concernant ces deux-là, mais c'est en partie ce qui s'est passé pour Christophe Caz et Lionel Dumont. Christophe Caz et Lionel Dumont, ce sont 2 néo-convertis, donc blancs de peau, hein, tout à fait français, qui vivaient dans le Nord-Pas-de-Calais, donc dans la région de Calais, dans la région de Roubaix, pardon, et qui vont rejoindre la Bosnie pour se battre, qui vont se radicaliser fortement en Bosnie, qui à la fin de la guerre vont revenir ici et vont créer le gang de Roubaix qui va enchaîner. Alors là, je vous dis, allez voir, ça fait déjà 20 minutes que j'y suis, donc je vais m'arrêter là. Et donc c'est au moment où tous ces gens, ces centaines, parce que c'était des centaines, allez, maintenant c'est des milliers, à l'époque c'était des centaines, mais enfin c'est là où tout a commencé. Ce sont ces centaines de gens qui sont partis de Bosnie, enfin qui sont partis de France pour aller en Bosnie, qui sont revenus de Bosnie, qui quand ils sont revenus de Bosnie étaient complètement radicalisés, et soit ont participé à des attentats terroristes, mais ça j'avoue c'est une toute petite minorité, hein, c'est même pas 1% de l'ensemble de ceux qui ont comme ça, mais soit sont devenus des islamistes radicaux qui aujourd'hui prônent le salafisme. Et à l'époque, on n'a pas voulu le voir. Quand vous entendez des gens parler des attentats du RERB, ou enfin quand vous avez des hommes politiques de l'époque parler des attentats du RERB ou des attentats du gang de Roubaix, les mecs vous disent toujours c'est de la criminalité, ça n'a rien à voir avec un problème musulman. Voilà, je suppose qu'il y a des musulmans qui écoutent ma chaîne. Moi, j'ai rien de spécial contre vous, c'est un problème plus général. Et je serais ravi d'en discuter si jamais il y a quelqu'un qui a la confession musulmane qui veut en parler. C'est un problème plus général. Vous êtes une part de ce problème parce que à un moment on vous a accueilli trop et parce qu'on n'a pas fait ce qu'il fallait faire pour s'assurer que ceux qui étaient là puissent devenir français réellement. Et voilà, donc c'est la guerre de Bosnie de 92 à 95 qui a formé les réseaux de salafisme que l'on retrouve aujourd'hui en France. Ça, et évidemment la guerre civile algérienne, mais qui a importé en France plus des idéologues que des combattants et véritablement des réseaux combattants. C'était Alexandre du Cercle Richelieu, je vous dis à très bientôt.